Yvette Kouadja ou Le bouchon à retirer, tel est l'intitulé de l'œuvre que nous avons aujourd'hui qui porte la signature de Brigitte Badi. Et c'est sur cette œuvre que notre choix s'est porté pour le numéro de À l'encre de la plume. Bonjour Madame Badi. Bonjour Sam. C'est un plaisir de vous recevoir et nous espérons que c'est avec vraiment cœur et joie que vous allez vous étaler oralement sur l'histoire de Jeanne et de Jean-Philippe. Oui, merci Roxane, merci à Ecclesia TV pour l'opportunité que vous me donnez d'être sur votre plateau. Et puis bon, merci à l'Église catholique. Très bien. Nous allons permettre à nos téléspectateurs de savoir un peu plus que votre nom à travers la biographie. À l'état civil, elle se nomme Badi Kama Brigitte. Elle est née à Guesiguié, son village maternel, dans le département d'Agboville. Elle a grandi au quartier Sikoji, dans la commune de Yopougon. Brigitte a fait tout son cycle primaire à l'EPP Sikoji 2. Elle a aussi fréquenté le collège moderne du Plateau et le lycée moderne d'Agboville. Après avoir repris la classe de terminale, elle a obtenu le bac au lycée moderne de Grand-Bassam. Brigitte Badi fait partie de la première promotion de l'université de Bouaké où elle a obtenu le 2A en sociologie option santé. Ses premiers pas professionnels, elle les a faits au sein de l'ONG Renaissance Santé de Bouaké. Elle a travaillé pour diverses structures dont INADES Formation, CARE International, le PAM, le Bureau de coordination humanitaire, UNFPA et des projets de l'UCED. Elle a aussi fait des consultances pour ONU-SIDA, PNUD, NDI, Fondation Friedrich Herbert et autres. Et depuis 2018, Brigitte travaille sur des programmes nationaux à financement BAD. Elle est actuellement experte en développement social et genre au projet d'appui au programme social du gouvernement, formatrice sur les questions de genre et de violence basées sur le genre. Brigitte Badi est mère de 3 grands garçons et grand-mère d'une jolie petite fille, écrivaine depuis mai 2024, avec pour premier ouvrage intitulé Yvette Kouadja ou Le bouchon à retirer. À l'instant, la biographie de notre invitée présentée par Maria Bissier. Selon une prophétie, les familles Kwao et Kouadja unissent Jeanne et Jean-Philippe, mais l'amour de Béatrice pour ce dernier perturbe l'équilibre. Dans un tourbillon d'alcool, de dépression et de violence, comment Jean-Philippe retrouvera-t-il la paix? Quelles seront les conséquences de ces tumultes sur les décisions d'Yvette, sa fille? Alors, c'est donc de cette œuvre que nous parlerons dans cette émission, bien sûr, et ça sera dans le décryptage avec l'auteur qui est présente sur ce plateau. Brigitte Badi, vous êtes engagée dans le développement social et la promotion de la femme. Quel est le rôle de votre plume donc, dans cette mission que vous êtes assignée? Alors, Yvette Kouadja, pour moi, est une femme qui va révolutionner la pensée africaine, qui va révolutionner notre manière de penser le développement en Afrique. Et donc, pour moi, à travers une femme qui se positionne en tant qu'intellectuelle, mais qui se positionne aussi en tant que personne choisie, élue par Dieu pour accomplir une mission pour l'Afrique. Êtes-vous à votre première œuvre? Pas vraiment, mais c'est la première qui a été éditée, publiée. Éditée et publiée. À qui s'adresse-t-elle? À tout le monde. Yvette Kouadja, c'est une série de 3 livres. C'est le premier roman qui est sorti. Le deuxième et le troisième qui vont sortir bientôt. Le premier nous ramène sur les questions de famille. Mais le deuxième va nous ramener sur la question du panafricanisme. Et le troisième, c'est la gestion des pays africains. Très bien, c'est intéressant. Et nous, à présent, nous allons nous tourner vers les éléments de la première de couverture. Nous allons faire un peu de sémiologie avec la sociologue. Alors, nous avons une photographie d'un bout de chou sur la première de couverture. Dites-nous de qui s'agit-il? Qui est cette petite fille? Alors, cette petite fille, je pourrais dire c'est un cadeau.
Je cherchais la personne qui allait faire la couverture. Et j'ai parlé avec une amie, une sœur, avec qui nous balayons notre église Sainte-Cécile. Elle m'a demandé, tu veux quel genre de personne? Parce que moi, j'ai ma petite fille qui est à Pouchou. J'ai dit, je veux une femme africaine. Donc, qui est pour télé. Voilà. Et c'est comme ça, elle nous a présenté la petite. Mais j'avoue que elle est tellement photogénique. Elle est belle. Oui. Elle-même, elle est Très belle. belle. Mais elle est tellement photogénique. Et puis, le regard qu'elle a sur cette photo, quand j'ai regardé l'ensemble des photos, j'ai choisi celle-là. Je vois une grande femme à travers cette image. Très bien. Et en dehors de la photographie, nous avons également l'écriture. Hein. L'écriture Yvette Kouadja ou le tire-bouchon à retirer. Et on voit qu'il y a une petite il y a une différence qui est faite au niveau de la taille, la police de l'écriture choisie pour mettre l'intitulé de l'œuvre. Oui. Est-ce qu'il y a une explication derrière cela? Alors, lorsque l'éditeur nous a fait les propositions, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai opté. Et après, avec les discussions, je me rends compte que je voulais qu'on mette Yvette Kouadja. Je crois qu'ils sont d'accord avec moi. Mettre Yvette Kouadja en avant. Parce que la femme qu'on décrit à travers la famille d'Yvette Kouadja, c'est une femme importante qui arrive. Et donc, nous sommes d'accord qu'on mette Yvette Kouadja en avant. Après, le bouchon nous sert d'élément de réflexion et de prise de décision. Mais il faut le tirer. Ce bouchon, on doit le retirer. Tant qu'on ne retire pas le bouchon, nous n'avons pas la paix. Donc, on va mettre le bouchon à retirer, mais pas en grand caractère, parce que la personne qui nous intéresse, c'est Yvette Kouadja. Bien. Et quel est le sens donc de l'intitulé du livre Yvette Kouadja ou le tire-bouchon à retirer? Alors, Yvette Kouadja, c'est une femme exceptionnelle que je vais présenter. Et le bouchon à retirer, c'est un message que je veux donner. Le bouchon représente un peu comme les mensonges, les demi-vérités, le manque de responsabilité. Dans la vie, si nous ne tirons pas le bouchon, on n'aura pas la paix. Yvette Kouadja ou le bouchon à retirer, est-ce une histoire réelle ou inspirée ou encore imaginaire? Il y a des faits qui sont inspirés, mais beaucoup de faits sont imaginés. Ce n'est pas une histoire réelle, ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas une histoire réelle? Non, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un que je connais. Mais par contre, le prénom Yvette, c'est un prénom qui me coûte cher. Parce que j'ai eu une amie, la fille de l'ancien footballeur Lorignon Clément, Yvette Lorignon, qui a été vraiment une sœur pour moi. Quand je passais par des moments difficiles, lorsque mon premier, je ne sais pas quel livre, parce qu'il a été écrit premier, il n'a pas été édité. Quand il va être édité, on verra le passage où je parle de Yvette Lorignon, qui a été comme une sœur pour moi. Elle m'a beaucoup soutenue. Et on n'a pas eu le temps de bien grandir. Elle est décédée quand on était encore jeune. Et donc, c'est un hommage à Yvette Lorignon que j'ai mis le prénom Yvette. Le nom Kouadja, j'avoue que j'ai cherché un nom qui est un peu inclusif. Si je dis Kona, par exemple, on va penser juste à une région. Tout à fait. Mais quand j'ai tapé, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Kouadja, j'ai tapé Kouadja, j'ai vu qu'il y a plusieurs ethnies qui portent le nom Kouadja en Côte d'Ivoire. Mais le nom Kouadja est porté dans d'autres pays, jusqu'en Afrique du Nord. Voilà. Donc, j'ai cherché un nom inclusif et voilà que j'ai mis Kouadja. Pour une histoire imaginaire, vraiment, vous avez de l'imagination, vous avez de la suite dans les idées, vraiment. Félicitations encore. Merci. Et en lisant votre œuvre, on peut aisément faire le champ lexical de la classe UP, classe sociale UP. C'est beaucoup de précision sur les endroits visités, on va dire le mode de vie des familles Kwao et Kouadja. Pourquoi vous avez voulu les choses ainsi? Alors, l'histoire m'était inspirée, enfin je veux dire une partie de l'histoire m'était inspirée. Un jour, on revenait du sanctuaire marial et une amie, elle parlait d'un mariage arrangé entre les enfants des dignitaires du PDCI. Je lui ai dit, eux aussi ils ont fait des mariages arrangés. J'ai dit oui. Ça m'a fait penser aussi aux situations où, comme le dit la petite fille passe, ah voilà ta femme, voilà ta chérie, etc. Bon, ta fille est belle, elle va marier, mais aussi en l'ancien temps, les gens allaient même jusqu'à adopter les femmes, étant dans le ventre de la mère. Oui.
Donc, j'ai essayé de rassembler ces histoires pour écrire Yvette Kouadja. Et donc, comme l'idée de dignité du PDCI m'était venue à l'esprit, j'ai pris, c'est parti pour décrire ces familles. Mais aussi, je voulais, à travers Yvette Kouadja, parler un peu de certains sites religieux. Et donc, pour que ces gens puissent arriver à ces endroits, il faut bien qu'ils aient un minimum. Voilà. Et comme moi, je suis une vendeuse de vin, je voulais aussi présenter les cérémonies avec du bon vin. D'accord. Pour pouvoir parler de bon vin, il faut quand même que le lieu soit adapté. Et donc, tous les éléments se lient l'un à l'autre par peut-être un fait, une histoire, une partie, voilà. Donc, ce qui a fait qu'on s'est retrouvés là. Et comme vous avez pu voir, par exemple, que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai voulu que leur origine vienne du Ghana. Peut-être aussi pour faire allusion à notre peuple Akan, qui vient du Ghana. Voilà. Moi, je suis du Sud, donc je sais que quand je lis les livres d'histoire de mon pays, on nous dit que les gens du Sud, du Centre et de l'Est viennent du Ghana. Voilà. Donc, j'ai essayé aussi de mettre ce lien. Mais vous allez voir que peut-être la troisième partie, quand Yvette va se marier, le nom Kouadja va faire surface et les gens du Sud-Ouest, les gens de Divo et autres vont dire « Ah, c'est notre nom ». Donc, elle a valorisé notre nom. Et puis, les Koumen aussi vont dire « Non, 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 nous, on était alliés. » Voilà, donc nous aussi, c'est notre fille, etc. Donc, vous allez voir que certains peuples vont vouloir se lier à l'histoire. Paulette Kouadja n'exagérait-elle pas avec une parole, on a envie de dire une parole banale, qui a fini par devenir une prophétie? Juste dire que lorsque tu vas, le prochain enfant, si c'est une fille, elle disait ça à son amie Elisabeth Kouao, la mère de Jeanne, que si c'est une fille, elle va épouser mon fils Jean-Philippe. Elle sera la femme de mon fils Jean-Philippe. Jusqu'au moment où la dame a pris la grossesse, on a su que c'était une fille, elle a suivi tout de bout en bout. Elle a même accompagné son amie Elisabeth en France, tout ça pour... Vraiment, elle était très présente. Au point où d'autres femmes plaisantaient, elle a dit « Ah, ça sera la femme aussi de notre fille. » Elle prenait cela au pied de la lettre. C'est qu'elle interpellait à chaque fois son amie pour lui dire « N'oublie pas la promesse qu'on s'est faite. » Est-ce qu'elle n'a pas exagéré? Quel est votre avis donc sur le fait que certains parents choisissent les conjoints de leurs enfants? Alors, je vois trois questions. N'oublie pas, et même dans la salle de l'hôpital, on leur a dit, vous faites trop de bruit, laissez la nourrice se reposer. Elle a dit, non, 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 juste une minute, ma chérie. Il ne faut pas oublier. Oui. Mais en fait, Paulette Kouadja, c'est ce genre de femme, quand elle croit à quelque chose, elle y croit vraiment. Ce n'était pas une parole banale pour Paulette. C'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvés au Vietnam dans le livre, parce que la visite d'un médium, qui n'est pas une pratique pour les Africains, mais les Asiatiques, c'est une pratique pour eux. C'est ce qui a fait que j'ai trouvé des parents asiatiques à Jean-Philippe, des frères, des oncles asiatiques. C'est que pour que Paulette Kouadja se retrouve chez un médium, il faut qu'elle ait un contact avec quelqu'un qui fréquente le médium. Elle se retrouve chez un médium, elle est chrétienne, comme je l'explique dans le livre, elle n'était pas allée pour faire une consultation. Elle était juste allée accompagner sa belle-sœur, la demi-sœur de son mari, qui est asiatique, chez le médium. Mais cela me fait penser à quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. En 1999, lorsqu'on travaillait dans la zone de Sobré, j'avais une activité dans la zone d'Abengourou. Et moi, en tant que sociologue, on me demandait d'enquêter les personnes qui avaient des activités extraordinaires. Par exemple, un féticheur dans un village, on ne peut pas avoir 20 féticheurs dans un village. Donc, il y a juste un féticheur dans un village, ou bien peut-être un chef de terre, voilà. Donc, des gens qui avaient des activités particulières. Et quand nous sommes allés chez la féticheuse, moi, j'étais partie pour faire mon enquête. Et j'avais une amie qui disait, bon, écoute, si c'est une féticheuse dans un tel village, c'est sûr que, parce que les gens ont dit, en tout cas, elle est forte, moi, je vais faire une consultation. Et j'étais juste à côté, j'attendais qu'elles finissent leur consultation pour que moi, je fasse mon enquête.
Elles se sont entretenues quelques minutes, mais la dame me regardait chaque fois. Donc je me disais, ah, peut-être que je les gêne, je vais sortir. Elle dit non, de ne pas sortir d'attendre. Et puis elle a dit une parole sur ma vie. J'ai dit non, moi je ne suis pas venue faire une consultation. Elle dit, je sais, mais je vais te dire quelque chose. Elle m'a donné 2 informations. Comme quoi, Mme Kouadia n'était pas partie faire une consultation parce qu'en tant que chrétienne, elle n'était pas allée pour une consultation. Mais on lui a dit une parole qui était importante. Alors je ramène cette parole dans la Bible avec les rois mages. En Israël, les rabbins avaient dit qu'on aurait un roi qui va sortir, etc. Mais quand le Christ Jésus naissait, les Juifs ne s'attendaient pas à lui. Et comme on le dit, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un roi puisse naître dans une mangeoire, etc. Donc c'est les rois mages qui n'étaient pas juifs, qui, on pourrait dire, ils sont dans tout ce qui est l'astrologie, etc. Il y en a même qui vont dire c'est des magiciens. C'est à eux que Dieu révèle une parole importante. Et eux, ils croient. Donc Mme Kouadia, qui est chrétienne, qui a entendu aussi des enseignements sur les rois mages, a pris au sérieux ce que le médium a dit. Vous allez voir que plus tard, quand Jeanne et Jean-Philippe vont annoncer aux parents ce que le prêtre a dit, Mme Kouadia, elle sera réconfortée dans sa position. Donc on peut recevoir une parole qui ne vient pas d'un homme de Dieu, mais qui peut être une parole qui va avoir de l'effet. Maintenant, à nous de savoir comment nous utilisons cette parole et comment nous faisons en sorte que la parole marche. La deuxième chose que je peux dire sur cette parole, quand je suis allée en Israël en 2016, ma deuxième formation, le guide nous a envoyé sur la vallée de Jézreel. Et puis il a dit qu'il était écrit dans la Bible que la vallée de Jézreel allait reverdir. Et donc, eux, les Juifs, ils sont convaincus que cette vallée n'allait pas être aride tout le temps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planté des arbres. Ils auraient pu attendre que la parole s'accomplisse par un phénomène surnaturel. Je vais dans le Negev, ils ont planté des arbres et ils ont dit, si nous faisons le décompte de la population, si nous sommes 8 millions, nous plantons 8 millions d'arbres l'année. Si l'année qui suit, nous sommes 8 millions 200, nous plantons 8 millions 200. Donc, ils ont pris au sérieux la parole, mais ils n'ont pas attendu que la parole se réalise d'elle-même. Ils ont travaillé à ce que la prophétie qui avait été faite puisse se réaliser. Très bien. Alors, votre regard sur le choix des parents de conjoints pour leurs enfants? Alors... Ça, c'est de façon générale. Oui. On peut dire que ça marchait pour Yvette et puis Jean-Philippe. Oui. Mais ça n'a pas marché de façon linéaire. Oui. Au moment où la crise était arrivée, où les tempêtes étaient arrivées, les deux jeunes pouvaient dire, bon, je n'ai pas choisi Jean-Philippe, c'est vous qui me l'avez imposé, donc voilà ce qui se passe, venez, vous allez gérer la situation. Il y en a pour qui les arrangements ont donné, et d'autres pour qui ça n'a pas donné. Mais ce que je veux dire à travers cet ouvrage, c'est les mariages précipités qu'on doit éviter. Avant, nos parents nous expliquaient que quand une personne doit se marier, on essaie de faire le profilage de la famille. Est-ce que c'est une famille à problème? Est-ce que c'est une famille qui a toutes les maladies? Pas possible. Est-ce que c'est une famille dans laquelle les gens sont des voleurs? Et donc, en fonction de la qualité de la famille, on pouvait contracter, oui ou non, un mariage. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous nous rencontrons de façon virtuelle et nous nous marions. Nous n'avons aucune information sur la famille. Nous ne savons même pas qui est le conjoint. Et nous nous marions. Bon, pour certains disent ça marche. Mais si on fait le pourcentage, si on fait le ratio, si on fait une évaluation, combien on marche? Et toujours le regard du sociologue que vous êtes, quels sont les risques donc auxquels les parents exposent les relations, encore leurs enfants, en faisant des mariages arrangés? Que les enfants ne se sentent pas dans la relation. Parce que pendant qu'on fait un mariage arrangé, l'enfant peut avoir un regard sur l'autre personne.
Donc, on va opprimer l'enfant. On va l'obliger à être dans une relation. Parce que quoi qu'on fasse, la relation se vit à deux. Tout à fait. Malgré toutes les promesses qu'on pourrait faire autour, la relation se vit à deux. Et donc, si les enfants n'ont pas, ils n'arrivent pas à s'accepter, ça ne sert à rien de faire un mariage arrangé. Mais si les enfants eux-mêmes, parce que c'est vrai qu'on a dit dans le livre qu'ils ont été conditionnés, mais il y avait aussi des éléments qui pouvaient attirer, qui pouvaient les attirer. La beauté des Jeanne, le calme des Jeanne, les valeurs des Jeanne pouvaient attirer Jean-Philippe. D'ailleurs, beaucoup de personnes voulaient des Jeanne. Oui, Marcel même, qui s'est fait l'ami, mais il avait un regard et tout ça sur Jeanne et tout. Et quand Jeanne même est arrivée dans l'école de Jean-Philippe au collège, on va dire quand elle a rejoint Jean-Philippe au collège, il y avait d'autres prétendants, il y avait d'autres regards. Jean-Philippe également avait une admiratrice secrète là, qui jalousait Jeanne et tout ça. Voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, pour dire que Jeanne et Jean-Philippe se sont appréciés, ils se sont acceptés, ils se sont aimés. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme vous l'avez expliqué. Jeanne s'est résignée à rester fidèle. Elle avait des valeurs. Parce qu'elle se disait qu'elle était promise à un homme, à Jean-Philippe. Jean-Philippe également était un homme de valeur. Il est resté fidèle jusqu'à ce qu'il tombe dans le piège de Béatrice. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers cela? Parce que c'est tellement qu'il a voulu satisfaire sa curiosité et voilà, il a fait un mauvais choix et il en a fait les frais après. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer à travers ces deux personnages? La femme qui reste fidèle jusqu'au bout, on a envie de dire. L'homme qui veut être fidèle, mais sa curiosité également le titille, il a envie de savoir. Et puis bon, finalement... mais ici, ça montre que les capacités de résilience des femmes sont fortes. Les femmes ont de fortes capacités de résilience. Par contre, les hommes, souvent quand je fais les formations sur les gens, ils me disent, ah, mais vous, votre affaire des gens, c'est seulement les femmes. Je dis non. Quand moi je parle des gens, je parle aussi des besoins spécifiques des hommes et des femmes. Et je dis au personnel médical, vous savez très bien que quand vous prenez 2 enfants prématurés, garçons et filles, vous savez que la fille a plus de chances de tenir. Ils disent oui. Donc si vous avez un programme à appliquer dans ce sens, vous verrez comment est-ce que vous allez relever le petit garçon, le soutenir. On va plus loin. Quand on parle de jeunes, les femmes peuvent gêner, même si peut-être elles ne vont pas gêner parce qu'elles se sentent obligées de gêner. Mais s'il y a une famine, les femmes vont se priver plus de nourriture que les hommes. Donc il y a des endroits, il y a des moments où il y a des domaines dans lesquels les femmes ont une forte capacité de résilience que les hommes. Et donc, la fidélité de Jeanne, pas parce qu'on dit, on nous met beaucoup de choses dans l'esprit, la femme, elle doit être fidèle, non. Tout le monde doit être fidèle dans une relation. L'homme comme la femme doivent être fidèles. Maintenant, la capacité de tenir bon, je dirais, est plus ancrée chez la femme que chez l'homme. Après, les gens vont dire de façon physiologique, l'homme a beaucoup de choses extérieures alors que la femme a beaucoup de choses intérieures, etc. Mais tout est aussi lié au cerveau. Voilà. Nos personnages ont fréquenté les meilleures écoles. Oui. Des endroits, on va dire, raffinés. Oui. Ils ont eu des parents qui étaient aux petits soins, qui les ont accompagnés en tout et partout, on a envie de dire. Mais personne n'a osé parler de la gestion, on va dire, de la sexualité à ces jeunes-là. Au point où, arrivé à l'âge, on va dire, mature, majeur, Jeanne ironisait un peu en disant, nous sommes 2 gaous, comment nous allons faire et tout ça dans notre vie de couple? Et à ce moment-là, comment, voilà, quel regard, donc qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la question de l'éducation sexuelle des jeunes aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle se fait? Est-ce que c'est toujours tabou dans nos sociétés africaines et tout ça? Expliquez-nous un peu. Alors, c'était un peu tabou dans la période de Jeanne et Jean-Philippe. Aujourd'hui, les médias nous apprennent beaucoup de choses. Mais je ne sais pas s'il y a des parents qui peuvent expliquer dans la pratique comment on fait un acte sexuel à un enfant. Tout va être théorique. Tout va être théorique. La preuve, c'est que le garçon se sent homme quand il se retrouve un matin avec son drap mouillé. La fille se sent femme quand un matin se retrouve avec ses premières menstrues. Donc, il y a des choses qu'on peut expliquer théoriquement, mais qu'on ne peut pas expliquer pratiquement. On peut dire à la fille, viens apprendre à préparer. On lui montre comment on apprend à préparer. Elle fait cuire et on regarde, on goûte, on apprécie.
Mais on peut pas aller lui dire, on va te montrer comment on fait un acte sexuel. Donc, même si aujourd'hui, la télé nous apprend beaucoup de choses, après, est-ce que c'est ça qui est vraiment l'essentiel? Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que les valeurs qu'on donne à un enfant, ces valeurs doivent être utilisées dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Si on dit à une personne, il ne faut pas être violente dans ta vie, il ne faut pas être violente quand tu parles, il ne faut pas être violent quand tu manges, parce qu'il y a des gens qui mangent comme s'ils sont en combat. Il ne faut pas être violent quand tu marches, au point de marcher sur les pieds des autres, mais il ne faut pas être violent aussi quand tu fais un acte sexuel. Donc, c'est toutes ces valeurs, on doit les ramener dans chaque aspect de notre vie. Et c'est ce que Jeanne, elle a compris. C'est vrai, elle a dit, nous sommes tous des gaous, on va s'entraider, mais ce n'était pas que il fallait aller se faire former par quelqu'un, sinon ça sera de la pratique. Et dès l'instant où tu fais de la pratique avec quelqu'un, eh bien, il y a adultère, il y a tromperie. Quelqu'un qui n'est pas ton époux voilà. Ou ton épouse. Qui n'est pas ton conjoint. Et c'est cette pratique-là que Jean-Philippe a essayé avec Béa, et il a vu les conséquences. Oui. Vraiment, il a senti les choses. Comme on le dit en ivoirien, il a lu vraiment l'horloge, les heures, parce que la prophétie disait que les turbulences allaient durer en 2 ans et demi et 3 ans. Il a beaucoup souffert. Oui. Dans l'œuvre, vous présentez des jeunes soucieux de terminer leurs études avant de parler de la vie de couple, donc avant de parler du mariage, avant de penser même à l'enfantement et tout ça. Alors, le meilleur schéma, est-ce que selon vous, le meilleur schéma, c'est études, diplôme, mariage et enfantement? Si oui, pourquoi? Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal parce qu'on a le temps d'apprendre à connaître les choses de la vie. On aura le temps d'apprendre à se prendre en charge. On aura le temps d'apprendre à pouvoir prendre quelqu'un de ta charge. Mais la vie n'est pas aussi linéaire. Donc, on ne va pas blâmer ceux qui n'ont pas suivi ce parcours. Sinon, je m'aurais blâmé moi-même. Même si j'ai eu mon premier enfant à l'université, on pourrait dire que j'étais déjà grande. Donc, on ne va pas blâmer celle qui a eu son enfant en 3e et autre. Parce que les circonstances de la vie, et les contingences de la vie peuvent amener à se retrouver dans des situations qu'on ne maîtrise pas. Qu'on n'a pas forcément voulu. Qu'on n'a pas forcément voulu. Une jeune fille qui fait l'objet de violences sexuelles par un adulte dans sa maison, on ne va pas la blâmer parce qu'elle est tombée enceinte. Mais par contre, ce qu'on doit faire, c'est d'amener les jeunes à chercher à se prendre en charge avant de chercher à prendre en charge quelqu'un d'autre. Et comme disait une formatrice, un enfant ne peut pas prendre en charge un enfant. Donc quand vous avez une jeune fille de 15 ans qui est mère, elle n'arrive même pas à se prendre en charge. Elle ne comprend même pas encore son corps. Elle est encore enfant. Elle est encore enfant. Elle a envie de jouer, elle a envie de sauter. Et c'est comme ça, j'ai eu, je crois, une cousine. Quand l'enfant pleurait, elle aussi, elle pleurait. Parce qu'elle ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'un enfant pleure. On ne lui a rien fait, il pleure. Donc ça lui fait mal, elle aussi, ça fait, elle pleure. Et les deux pleurent. Parce qu'elle est enfant. Elle a envie d'aller voir ses camarades. On dit non, viens t'asseoir, tu vas donner à téter à ton enfant. Donc, du coup, il y a une étape de sa vie qu'elle ne pourra pas vivre. Or, quand on saute les étapes, il y a comme un rappel qui nous dit tu as manqué ceci, tu as manqué cela. Et donc, tu es obligé de reprendre, à apprendre ces étapes-là. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je conseillerais aux jeunes filles de ne pas se presser. Après, on dit non, mais on ne sait pas si elle va devenir stérile après. Non. La stérilité après un enfant, mais il faut faire d'abord l'enfant avant de devenir stérile. Donc, c'est pas parce que tu as fait ton enfant à 20 ans que la stérilité après un enfant va changer. S'il y a les gemmes de stérilité dans votre famille, peut-être que, bon, mais je vais dire, dans la précipitation, on fait beaucoup d'erreurs. Alors, quand on fait un enfant, quand on est enfant, nous-mêmes, on ne vit pas sa vie d'enfant, mais après, on est obligé de devenir adulte. Et puis, deuxièmement, les adultes qui doivent prendre soin de vous, prennent soin de vous et de votre enfant. Oui, quelquefois, on privilégie même l'enfant. Oui, parce qu'il est tout petit, il est innocent. Voilà. Donc, moi, quand nous étions petits à Yopougon, on avait l'ami de notre père dont l'enfant, le fils a enceinté une jeune fille. Il n'a pas fait de problème. Il a demandé à ce que la fille vienne vivre chez lui. Et puis, il a demandé à sa femme, sa ration alimentaire, tu divises en 3. Donc, elle a dit, la fille peut venir, il n'y a pas de problème. Le garçon était content. Oui, il était rassuré. Il dit, ah, mon père, bon.
Il voulait aller faire les éloges de son père, mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Et donc, à midi, ils font du foutou. La maman, elle coupe le foutou en 3 sapats. Et puis, le papa dit, donne 2 à la fille. Donc, elle donne 2 parts à la fille. Et puis, elle lui donne la 3e part. C'est-à-dire, la ration d'une personne, on divise en 3 et on lui donne. Il n'a pas changé, il est toujours grand garçon, et il fait ses kilos, il est sportif, etc. De là, il a compris les conséquences de son acte. Bien que Béatrice se soit mise en relation avec Mathieu, donc le cousin de Jean-Philippe, elle représentait un danger toujours pour le jeune couple Kouadja. Par la force des choses, Jean-Philippe va sombrer dans l'alcool, la dépression, la violence également. Selon vous, pourquoi l'alcool en général est le premier recours des personnes qui se retrouvent dans des difficultés? Pourquoi? C'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question. Pourquoi les gens ont tendance à aller vers l'alcool ou même vers la dépravation sexuelle dès qu'ils ont un problème? Dans le cas de Jean-Philippe, c'était vraiment difficile parce que il était manipulé par quelqu'un qui était à des frontières, des kilomètres de lui. Il ne se sentait pas bien. Il ne supportait pas l'environnement. Et donc, généralement, quand les gens ne supportent pas l'environnement, ils ont envie d'être seuls et c'est vers l'alcool qu'ils se tournent. Jean-Philippe a fait ce que tout le monde fait. Ce que tout le monde fait. C'est retourner vers l'alcool. Un homme si aimant, doux, qui devient très amer, voire même une brute parce qu'il battait sa bien-aimée Jeanne. Comment on arrive à là dans le couple? Quelquefois, on se demande. Un homme qu'on a aimé, une femme qu'on a aimée et qui, du jour au lendemain, change, on ne comprend plus la personne. Ce sont des questions que certaines personnes se posent aussi dans la vie de couple. Alors, le changement radical peut être lié à beaucoup de facteurs. Dans le cas d'espèce, Jean-Philippe demandait à Jeanne de le quitter. Et parce qu'elle ne voulait pas le quitter, donc il faisait tout pour qu'elle la pousser à bout. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il estimait qu'il n'a pas respecté son engagement. Donc il s'en voulait. Et donc c'est l'autocensure qui l'a mené à la dépression, en plus de la pratique occulte qui était faite de l'autre côté par la grand-mère de Béatrice, qui a utilisé vraiment leur force obscure pour vouloir envoûter Jean-Philippe. Et Béatrice, je pourrais dire qu'elle était un peu malade sur le bord. Parce que elle, Jean-Philippe ou rien. Même si elle devait le prendre en pâte, l'essentiel que ce soit Jean-Philippe. Et donc ce genre d'amour excessif peut conduire à beaucoup de choses. Donc Jeanne savait qu'elle ne devait pas laisser Jean-Philippe. Mais Béatrice s'est fait prendre à son propre piège. Parce qu'au départ, elle disait à Jean-Philippe, c'était rien de sérieux, c'était juste fait, comme si elle voulait lui rendre service. L'aider, c'est juste une expérience qui va t'aider dans ton foyer et tout ça. Et puis bon, finalement, voici ce qui lui arrive à elle-même. D'abord, elle a manipulé Jean-Philippe. L'idée de t'aider pour que ton premier acte sexuel avec ta bien-aimée se déroule bien, c'était de la manipulation. Deuxièmement, Béatrice, aussi, il fallait comprendre Béatrice. Parce qu'elle a eu un problème d'affection. Et donc, elle voulait se venger un peu des hommes. Donc, Béatrice se mettait avec un homme juste pour se venger de son père. Mais elle ne savait pas que son cœur pouvait parler. Elle pensait seulement que c'est son cerveau qui parlait, mais après, elle s'est rendue compte que son cœur pouvait parler. Et du coup, entre le cœur et le cerveau, elle ne savait plus quoi faire. C'est pourquoi elle a utilisé son cerveau pour vouloir avoir Jean-Philippe. Et bon, voilà. Dans une situation comme celle-là, on a envie de dire que la foi est mise à l'épreuve. Oui. Cette fois-là, elle a été mise à l'épreuve, mais nous avons eu une Jeanne qui est restée fidèle à la prière. Elle a même bénéficié du soutien de son groupe, le Renouveau Charismatique, qui a intercédé. Oui. Voilà, donc un mot. Pourquoi vous présentez cette facette-là de la personne? Il y a des combats qu'on ne peut pas faire seul. Il y a des combats pour lesquels on a besoin d'un soutien, de vrai soutien. Et qu'on ne peut pas faire avec des paresseux. Il fallait un groupe qui était capable de prier pendant des jours. J'en avais besoin d'aide. Aujourd'hui, nous rendons dans les églises, nous faisons la messe, nous sommes même dans les groupes.
Mais dès que la personne est dans une épreuve, elle se retire du groupe. Alors que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'elle a peur que les gens jasent sur son histoire. Mais entre deux mots, parce que ce n'est pas normal qu'on présente aussi la vie de quelqu'un à d'autres personnes si elle n'a pas demandé. Mais entre deux mots, il faut chercher le moindre. Jeanne avait besoin de soutien spirituel. C'est vrai que les mamans faisaient des demandes de messe, oui. Mais c'était plusieurs types d'approches qu'il fallait avoir, combinées pour avoir cette victoire. Parce que la grand-mère de Béatrice était à un haut niveau de pratique occulte. Donc les légionnaires ont soutenu, les renouvelés du renouveau ont soutenu, les prêtres charismatiques ont soutenu, ceux qui font les adorations, les prières silencieuses ont soutenu. C'est l'Église ensemble qui a soutenu Jeanne dans cette épreuve. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, il cherche juste soit à avoir des prêtres charismatiques, des exorcistes de haut niveau, ou bien juste sa petite famille pour régler le problème. Il y a la prière silencieuse, il y a le rosaire, il y a tout ce qui est prière de proclamation. C'est tout cet ensemble-là qui forme l'Église catholique. Et donc, on doit pouvoir utiliser tout cet ensemble-là. Toutes ces armes spirituelles. Oui, ces armes spirituelles que l'Église nous donne pour ces gens de combat. Et on a eu aussi Paulette, Paulette Kwadja. Elle est chrétienne et tout ça, mais malgré cela, elle est retournée vers le médium parce qu'elle avait entendu quelque chose. Une parole avait été proférée. Elle a vu que les choses étaient en train de s'accomplir ainsi. Et elle est retournée vers pour avoir des réponses à des questions qu'elle se posait. Pourquoi vous avez présenté les choses ainsi? Alors, Paulette est retournée chez le médium parce qu'elle avait l'impression que le médium n'avait pas tout dit. Vous savez, souvent quand on va dans les assemblées charismatiques, on vous donne une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Mais des fois, l'orateur vous dit « mais ». Qu'est-ce qui est dans ce « mais » Vous allez avoir telle bénédiction, mais il vous faut prier. Quel type de prière je dois faire? À qui je dois m'adresser pour combler cette prière-là? Donc, Paulette, elle a reçu une parole qui était intéressante. Et elle a vu effectivement que son amie a mis au monde une jeune fille. La fille est belle, la fille est intelligente, la fille a beaucoup de valeur. Mais ce temps de turbulence-là, elle ne comprenait pas. Elle partait prier et demandait les messes, etc. Mais elle est retournée chez le médium pour dire, c'est toi qui as donné la parole de base. Est-ce que tu m'as donné tout le récit? Quelle est la partie qui manque sur cette parole? Le médium l'a rassuré pour dire, effectivement, ça va passer par ce temps de turbulence, mais ça ne va pas durer plus de 3 ans. Elle va avec une assurance, mais elle retourne dans la prière. Parce que c'est un sachant qui a parlé. Quelle que soit son origine, c'est un sachant qui a parlé. C'est comme on dit au village, quand un vieux te parle, même s'il n'est pas chrétien, il faut écouter ce qu'il a dit et puis prendre cette parole-là pour aller la méditer. Un vieux qui est considéré comme un sage. Un sage, oui. Bien. Alors, après les réponses que Mme Kwadja a eues, c'est-à-dire elle est allée voir un médium en passant du Vietnam, c'est-à-dire vous mettez l'accent sur, on va dire, la médiation, j'ai envie de dire, spirituelle. Du Vietnam, vous évoquez également la question de l'exotérisme aussi au Bénin, oui, avec la grand-mère de Béa. Oui. Donc pourquoi vous mettez l'accent sur ces deux, on a envie de dire ces deux milieux-là, ces deux origines? Une histoire particulière avec le Vietnam. Est-ce que vous connaissez quelque chose avec les médiums du Vietnam et aussi avec les pratiquants, les spiritualistes et tout ça du Bénin? Pourquoi ces deux? Pourtant, chez nous, ici en Côte d'Ivoire, il y en a plein, qui sont quand même forts dans des régions. Oui, mais en fait, comme je dis, Mme Kwadja n'avait pas pour ambition d'aller voir un médium dans sa vie. Elle ne l'avait jamais imaginé. Elle s'est retrouvée dans une situation où elle a vu un médium. Mais la personne qui pouvait l'y conduire, c'était des gens qui pratiquent ce type de religion ou bien de pratique. Et donc, c'est comme ça, elle s'est retrouvée avec sa belle-sœur, demi-vietnamienne, moitié ghanéenne, ivoirienne. Et, pourquoi le Bénin? Nous savons tous que l'origine du vaudou vient du Bénin. Nous avons beaucoup d'anecdotes
là-dessus. Et donc, j'ai voulu. Et j'avoue qu'il y a une partie peut-être à laquelle les gens ne font pas attention, c'est la partie de la transfiguration. La transfiguration de Béa, mais aussi la transfiguration de la grand-mère de Béa. Comme j'ai déjà dit, je prends par moment des histoires de ça et là, et puis bon, je creuse un peu. J'ai une amie qui m'a rencontré qu'il y a des confréries dans lesquelles quand la personne, le membre doit mourir, le membre va faire une transfiguration en lien avec l'animal qu'il a adoré. Donc c'est pour ça qu'on a vu la transfiguration de Béa et de sa grand-mère. Et donc, pour qu'on ait ce niveau de transfiguration, il faut des gens qui sont vraiment très, très ancrés dans la pratique. Je n'ai pas cherché loin. Nous tous, on sait que ça vient du Bénin. Donc, voilà. D'accord. Alors, que pensez-vous de ces personnes qui ont recours aux pratiques mystiques pour maintenir en conjoint encore une personne à qui peut-être on tient, à qui on veut soutirer quelque chose, de qui on veut profiter, au fait? Qu'est-ce que vous pensez de cela, de ces personnes qui le font? Pour parler comme les jeunes, je vais dire c'est de l'arnaque. C'est du pur mensonge. Parce que quand vous faites une pratique occulte sur quelqu'un, pour que la personne vous aime, vous-même vous savez que la personne ne vous aime pas. Vous l'avez influencé, obligé, vous l'avez à la limite détourné de sa raison pour vous aimer. Ce n'est plus de l'amour. Il y en a qui pensent que en faisant cette pratique, ils vont avoir beaucoup de biens matériels. Mais ces biens matériels ne vont pas vous satisfaire. Parce que dès l'instant où vous n'aimez pas quelqu'un, vous vous obligez, d'abord vous-même, vous obligez à être avec la personne et vous obligez la personne à être avec vous. Du coup, vous êtes obligé de supporter la personne. Roxane, c'est vraiment difficile d'être avec une personne qu'on n'aime pas. C'est-à-dire, quel que soit tout le bien matériel que la personne vous donne, il y a quelque chose dans votre âme qui n'est pas en paix. Vous allez prendre le bien matériel, être souriante, être joyeuse devant la personne, mais dès que la personne vous quitte, vous retrouvez votre nature. Vous vous posez des questions. Et donc, beaucoup de personnes font des pratiques pour avoir beaucoup de moyens, mais aujourd'hui, il y a tellement d'anecdotes sur ça. Des gens qui ne dorment pas la nuit, des gens qui n'ont pas la paix, les gens qui sont obligés d'aller parler à un serpent, des gens qui sont obligés d'introduire des serpents dans leur partie intime, des gens qui sont obligés d'avoir des relations sexuelles avec des morts, des cadavres, d'embrasser des cadavres. Mais au nom de quel bien matériel? On peut se tourmenter soi-même. Parce que là, ce n'est plus le démon qui nous tourmente, c'est nous-mêmes qui nous tourmentons. Au nom de quel bien matériel? Une voiture. Qui est-ce qui va rouler une voiture pendant 24 heures? On est obligé de garer la voiture à un moment donné pour aller prendre sa douche, se soulager, manger et dormir. Donc, le bien matériel, on ne le garde pas sur soi toute la vie. Il y a des moments où on est obligé de se séparer de ces biens matériels. Donc, pourquoi au nom de ces biens matériels, nous allons aller faire des pratiques pour détruire la vie des gens? Quel était le rôle d'Yvette Kouadja dans la vie de couple de ses parents? Alors, Yvette Kouadja, c'est une élue de Dieu. Vous allez voir que lorsque le Jean-Philippe tendait vers la guérison, il a fallu que Yvette dise une parole à son papa. Parce que quand vous avez une bouche autorisée, même si vous parlez avec une voix d'enfant, la personne reçoit ça comme un autre. Donc Yvette, en disant à son père, ça suffit. C'est comme si le rideau se déchirait. C'est comme si les écailles étaient tombées. Yvette n'avait pas conscience. Mais quand vous allez voir dans le deuxième, surtout dans le troisième livre, Yvette aura beaucoup de connexions avec Dieu. Les saints vont parler à Yvette. Et donc c'est comme ça, Yvette, petite, elle a dit à son père, non, ça suffit. Tu ne touches plus à maman. Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa maman ne quittait pas son père. Mais sa maman avait, parce qu'il y a un passage où Jean-Philippe demande à Jeanne, quel que soit ce qui va arriver, je t'en prie, ne m'abandonne pas. Et Jeanne a donné sa parole ce jour-là. Elle a pleuré, elle ne comprenait pas, mais elle a dit oui. Donc Jeanne a tenu ferme sur sa parole. Et quand le moment était difficile et que Jean-Philippe demandait de partir, elle se référait à la promesse qu'elle lui avait faite. Quel que soit ce qui va arriver, je ne vais pas t'abandonner. Donc Yvette ne comprenait pas. Jeanne est une femme belle. Les parents de Jeanne n'étaient pas pauvres. Jeanne, elle travaillait. Elle avait
Elle avait commencé à travailler en Europe. Elle pouvait retourner simplement s'asseoir en Europe, continuer à travailler, surtout qu'elle était bien aimée par les écoles, les enfants qu'elle encadrait, tout. Mais Jeanne est une femme de décision. Elle a décidé, elle assume. Quelles ont été les répercussions de tous ces troubles sur les décisions d'Yvette Kwadja, qui, à l'avenir, est devenue juriste? Oui. Yvette a été négativement marquée par tous ces événements. Elle a vu qu'elle avait une famille bien, une famille agréable, mais aussi elle a vu que certaines femmes n'avaient pas la chance de Jeanne. Certaines femmes pouvaient souffrir plus que sa maman en a souffert. Et donc, elle s'est dit, elle va être magistrate. Elle va punir tous les hommes qui font du mal aux femmes. C'était un rêve d'enfant. Mais après, elle s'est dit, mais si elle punit les hommes, qui va s'occuper, qui va aider ces femmes? Parce qu'il y a des femmes pour lesquelles les causes n'arrivent pas à la justice. Qui va porter la cause à la justice? Alors, moi, je serai avocate, pour les pauvres. Je vais défendre la cause des pauvres. Mais après, quand elle finit ça et qu'elle exerce 1 an, 2 ans dans les 2 métiers, Yvette sent un autre appel. Mais elle ne comprend pas toujours. Et Jeanne, qui savait, parce que finalement, la prophétie, puisque après Mme Kwadja a révélé un peu ce qu'elle avait entendu du médium à son ami Kwao. Donc Jeanne savait que Yvette, il y avait des paroles qui accompagnaient Yvette. Elle disait, je ne sais pas ce que ma fille va faire, mais être magistrate, être avocate, c'est bien. Mais on dit qu'elle serait une grande pour l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'elle aille faire peut-être les sciences politiques? Parce que Yvette étant toute jeune, les gens l'invitaient à des conférences, à animer des débats. Alors sa maman a dit, bon, écoute, va faire peut-être des sciences politiques, ça va encore t'ouvrir l'esprit, et puis tu verras. D'ailleurs, tu n'as que 25 ans, tu as déjà 4 diplômes, tu as déjà 2 métiers, tu es inscrit dans deux corps de métier, mais tu peux aller encore faire un peu d'études. Et c'est comme ça. Et après, il ne faut pas oublier, Yvette est polyglotte. Yvette parle beaucoup de langues. Parce que son grand-père, Kofi Johnson, aussi, il parlait beaucoup de langues. Donc, Yvette aussi pouvait travailler dans beaucoup de pays facilement. Parce qu'elle parle facilement les langues. Et c'est comme ça, Yvette est partie pour faire les Sciences Po à Paris. Bien. Nous sommes d'accord sur le fait que Jeanne et Jean-Philippe sont les personnages, on a envie de dire, principaux de l'œuvre. Mais quand on se réfère un peu aux premières pages de l'œuvre, la façon dont vous mettez l'accent, vous faites une fixation sur la beauté de Jeanne et tout ça, ses atouts, ses valeurs. Et après, on voit Yvette Kwadja qui entre en scène dans la vie de couple de ses parents, après tout ce qu'elle a comme ambition et tout ça. Finalement, on se demande, c'est qui le personnage clé de cette œuvre? Yvette Kwadja va hériter de la beauté de sa mère. Elle va prendre un peu le teint de son père. Yvette Kwadja, c'est une très belle femme. Yvette Kwadja est le personnage principal, mais on veut décrire Yvette en tenant compte des valeurs africaines. Parce qu'après, Yvette aussi, elle va d'abord faire une partie de ses études ici, et puis c'est quand elle finit tous ses diplômes, elle va en Europe. Yvette pourra rester en Europe si elle veut, mais il ne faut pas qu'elle oublie ses racines. Donc c'est pourquoi on a mis sa maman Jeanne en avant, pour montrer la beauté de la femme africaine. Vous avez vu qu'on parle aussi des réceptions, des mets africains. Quelqu'un qui me demandait, mais tu as mangé tous ces plats-là? Non, je n'ai pas mangé tous ces plats. Mais je fais la promotion des mets africains. Et donc, Yvette va découvrir beaucoup de choses de l'Afrique avant de partir faire ses études en Europe. Donc, dans la première partie, on dira que c'est Jeanne qui a été l'héroïne. Mais toute l'histoire est liée à Yvette. À Yvette, très bien. Quelle est la leçon, quelles sont les leçons à retenir de cette œuvre que vous nous présentez aujourd'hui? Pour moi, Yvette Kwadja, c'est la parole qui sous-tend une vie. Je vous ai parlé de l'exemple d'Israël. Quand une vie n'est pas soutenue par une parole, elle ne sera que des autres. Et je ramène ça à une communauté, à une société, à un pays. Si quelle parole notre pays marche, vous allez voir que dans le 3e livre, Yvette Kwadja va prendre l'hymne national et puis on va décortiquer pour voir
Quelle est la parole sur laquelle le pays va marcher? Yvette Kouadia est une prophétie. Il y a eu la prophétie. Ils ont marché sur la prophétie et la prophétie s'est réalisée. Qu'on ne marche plus dans le vide. Qu'on ne fasse pas des choix dans le vide. Que les jeunes ne se pressent pas. Que les jeunes ne se pressent pas. Tout ce qui est fait avec précipitation nous conduit à des regrets. Yvette Kouadia, c'est vraiment un message pour la femme dans le foyer, pour elle-même, pour ses enfants. C'est un message pour l'homme, c'est un message pour le dirigeant. Voilà, c'est quoi je vais m'arrêter. Merci infiniment, Brigitte Badi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté d'abord l'invitation, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, nous avez tout notre soutien pour la suite, parce que nous attendons déjà avec impatience les 2 autres sorties. Oui. Donc, la suite de cette belle histoire, il y aura une 2e sortie d'œuvre, une 3e, et nous serons toujours disposés. On fera en sorte qu'il n'y ait pas de 4e sur Yvette Kouadia, pour qu'on puisse passer sur d'autres... Certainement que la 4e œuvre sera une œuvre cinématographique, pourquoi pas? Un film, pourquoi pas? Après l'écrit, on passe au cinéma, pourquoi pas? Oui. Ça sera très, très intéressant. Merci à vous. Merci. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, on va dire que la rubrique décryptage se referme et on tourne la page avec la dernière vitrine présentée par Morel Possi. Amoureux du livre, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui encore, j'ai sélectionné 2 œuvres pour vous. Le respect des morts d'Amadou Koné et L'appel des arènes d'Aminata Sofal. À présent, je présente le condensé du contenu de la première œuvre, Le respect des morts. Résumé. Dans une communauté villageoise reculée d'Afrique et attachée aux traditions, les coutumes l'emportent le plus souvent sur les dispositions régaliennes. Le décor est posé. Les villageois apprennent que leur village et le cimetière des ancêtres seront détruits en raison de grands travaux exigés par l'État. C'est dans ce contexte de crise qu'un couple et son enfant apparaissent. Le père, qui est originaire de cette communauté, exerce, tout comme sa femme, une brillante carrière à la capitale. De formation cartésienne, le couple pense intérieurement face aux exigences étatiques à l'inutilité du recours aux ancêtres voulu par les autorités villageoises. Une fois la consultation des ancêtres faite, le verdict est sans appel. L'holocauste d'un enfant est exigé. Qui est l'auteur? Amadou Koné est né en mai 1953 dans le petit village de Tangoura, dans le cercle de Banfora, au Burkina Faso actuel. C'est à la plantation près de Ayami en Côte d'Ivoire qu'Amadou grandit en compagnie de ses frères et sœurs. Il commence ses études primaires en 1958 à l'école primaire publique d'Assouba. En 1964, il rentre au collège moderne de Grand Bassam. Il obtient son brevet d'études au premier cycle en 1968. Déjà en classe de 4e, il écrit une pièce théâtrale qui retrace la résistance à la conquête coloniale en Afrique, Samori de Bissandougou. En 3e, il écrit un roman au sujet de la traite négrière, Kamele Fata, ou Les ennemis de la traite. Amadou Koné est surtout connu pour son œuvre Les Phrases des Bentou. Après l'obtention de son baccalauréat, il poursuit ses études à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université d'Abidjan. Il est avec Fatou Boli et Paul Yao Akoto, l'un des 3 seuls romanciers ayant traité du thème de la sorcellerie en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Il continue dans l'écriture et obtient en 1972 le 4e prix du concours théâtral interafricain. À partir de 1997, Amadou Koné commence à enseigner la littérature, la culture et l'histoire africaine à l'université de Georgetown à Washington. Et si nous découvrons maintenant l'histoire relatée dans la 2e œuvre, résumé. Les parents de Nala,
Revenus à Dakar après être partis en Europe, tentent d'enlever leur fils selon les coutumes occidentales. Ils ont en effet renié leurs valeurs pour adopter celles des Européens. Ce sont des personnages presque caricaturaux dans leurs efforts pour intégrer les nouvelles habitudes. Mais Nala est très attaché aux valeurs traditionnelles africaines et cela se manifeste lorsqu'il fait la connaissance d'André, un lutteur professionnel qui l'initiera à ce sport de combat typique des mœurs sénégalaises. Fasciné par la lutte, qu'il perçoit comme héroïque et mystique, le jeune garçon tentera d'amener son père à le suivre et de revenir à la tradition. De la plume, de qui est née cette histoire? C'est bien sûr Aminata Sofal. Née à Saint-Louis au Sénégal, elle a suivi sa scolarité au lycée FEDEC, puis à Dakar, au lycée Van Valnoven, où elle obtient son baccalauréat. Elle quitte ensuite le Sénégal pour la France et entreprend des études de lettres modernes. Elle se marie avec Sambassou et enseigne à Rufisque et à Dakar. Elle devient par la suite membre de la Commission nationale de réforme de l'enseignement du français durant 5 ans. À la suite d'un grand succès littéraire qu'elle connut après la publication de son roman « La grève des battus » paru en 1979, sa carrière connaît une ascension fulgurante. Elle devient directrice des lettres et de la propriété intellectuelle au ministère de la Culture et du Centre d'études et des civilisations. Elle participe à la création de la maison d'édition Koundia, au Centre africain d'animation et d'échange culturel, du Bureau africain pour la défense des libertés de l'écrivain à Dakar et du Centre international d'études, de recherche et de réactivation sur la littérature, les arts et la culture à Saint-Louis. Elle est docteur honoris causa de plusieurs universités, notamment aux États-Unis. La romancière vit désormais à Dakar et est mère de 7 enfants. C'est la fin de la dernière articulation, c'est également la fin de notre émission. L'écrivaine Brigitte Badi est venue nous parler de son roman Yvette Kouadja ou le bouchon à retirer, une œuvre que nous vous conseillons vivement parce qu'elle est riche en enseignement et cela vous permet de développer encore, on va dire d'ouvrir encore l'esprit. Vous l'avez compris, c'est la fin. Merci à toute l'équipe de production, merci à vous également qui avez pris de votre temps pour nous suivre et on se donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission À l'encre de la plume. Que Dieu nous garde.